L'invité de ce Smart Impact, c'est Virginie Gatin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice RSE du groupe Legrand, spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. 8 milliards 600 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024, implanté dans près de 90 pays, des produits commercialisés dans près de 180 pays. Et c'est 38 000 collaborateurs voilà, pour les grands chiffres et une feuille de route, donc, qui est évidemment remise à jour régulièrement. La 6e feuille de route 2025-2027. Quels sont les grands principes, ou peut-être même l'ambition de cette feuille de route? Alors, l'idée, c'était vraiment de mettre la performance de l'entreprise au cœur de la feuille de route RSE. Donc, on voulait mettre des choses très concrètes qui permettent vraiment à l'entreprise de mettre en place, dans la continuité de ce qu'on avait fait avant, des initiatives et des ambitions qui nourrissent vraiment le business, mais évidemment dans une culture très RSE qui est très implantée dans l'entreprise depuis des années et des années. Oui, la RSE fait partie de la stratégie, mais là on rentre encore plus dans le cœur de la mécanique des produits, de la façon dont on donne envie aux clients de les utiliser, etc. etc. Je vais donner les 5 grands axes: favoriser la diversité et l'inclusion, atténuer le changement climatique en lien avec l'engagement basé sur la science du groupe, développer une économie plus circulaire, être au service des clients, agir en acteur responsable. Voilà les 5 grands piliers. Je voudrais commencer par le changement climatique et notamment cet engagement SBTi, c'est-à-dire que basé sur la science. C'est toujours plus compliqué quand on prend cet engagement-là. Vous en êtes évidemment consciente. C'est plus compliqué, c'est pour ça qu'on est engagé à être net zéro à 2050. Donc, puis, quand même, ça prend du temps. Parce qu'être engagé net zéro, il faut bien avoir en tête, ça veut dire réduire de 90% toutes ces émissions de CO2, donc scope 1, scope 2, scope 3, pour nous versus une baseline 2022. Donc c'est un très très gros engagement, et on a un engagement du coup intermédiaire, parce qu'il faut quand même faire des progrès régulièrement, et donc on a un engagement 2030 de baisser de 42% nos émissions scope 1, 2 et de 25% nos émissions scope 3. Donc c'est avoir en fait ces étapes intermédiaires pour vraiment mettre en place un plan de transition très concret. Alors évidemment on n'a pas encore toutes les solutions, mais ça nous permet quand même de vraiment poser tel sujet, ça représente tant de pourcents de nos émissions, qu'est-ce qu'on met en place pour les réduire de 42% ou 25% selon si c'est scope 1, 2 ou 3. Et donc voilà, on essaie de rendre très concret un engagement qui est quand même complexe et long terme. Avec la question du scope 3 qui engage la chaîne de valeur et donc vos fournisseurs. Si vous êtes dans un fonctionnement, enfin j'imagine un fonctionnement trop vertical, en fait, ça ne marche pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose à co-construire avec les fournisseurs. C'est à la fois très complexe et absolument essentiel. C'est-à-dire très complexe, oui. Scope 3, c'est totalement quelque part en dehors de nos activités propres. Et donc, il faut vraiment engager les autres. On peut se dire, mais pourquoi est-ce que je dois m'occuper de mon scope 3 ? C'est essentiel parce qu'on est un grand groupe international, vous l'avez dit, présent dans près de 90 pays physiquement, avec des personnes Legrand là-bas. Et donc, il faut vraiment avoir cet impact positif sur les fournisseurs partout où on est présent, leur envoyer le message, on est engagé, parce que les fournisseurs, c'est comme un gros bout de notre empreinte carbone, et donc leur dire, engagez-vous à nos côtés, on est là pour vous aider, et donc on les aide. Donc concrètement, on les forme à calculer leur empreinte carbone. Concrètement, on les aide à mettre en place un plan d'action pour les réduire, et que ça leur permet de s'engager à nos côtés. Donc c'est compliqué. Parfois c'est plus long pour certains que pour d'autres. C'est très long, même les engager, parfois c'est très long parce qu'ils ne sont pas toujours très matures. Ce qui est très positif, c'est de voir qu'on n'a pas de refus catégorique. C'est-à-dire que c'est pas un je veux pas le faire, c'est simplement aidez-moi, et parfois ça prend du temps parce qu'il n'y a pas de maturité. Même sur le marché américain, vous me voyez venir, on est en plein backlash, en plein retour en arrière là-bas après l'élection de Donald Trump, avec même des injonctions données aux entreprises, et pas seulement sur le sol américain. Comment vous faites? C'est-à-dire que vous avez un engagement qui est ambitieux, et puis un marché aussi important que le marché américain, avec un président qui dit non, on appuie sur le frein. Alors c'est là où, je ne vais pas rentrer dans la politique, mais on voit quand même sur le marché américain énormément d'entreprises engagées. Alors déjà nos clients, notamment tous les data centers. Donc, Legrand fait près de 20% de son chiffre d'affaires dans les data centers. Les grands donneurs d'ordre de data centers sont extrêmement engagés, particulièrement sur le climat, et s'engagent à couvrir 100% avec de l'énergie renouvelable, et ils installent des énormes parcs éoliens, solaires, etc.
ils nous demandent de leur fournir des produits bas carbone. Donc cet engagement, il existe chez nos clients, mais aussi beaucoup chez nos fournisseurs, beaucoup sur le marché. Donc c'est un engagement qui date. Et il ne s'est pas démenti là depuis 3 mois. On n'a pas vu de gros changements. Alors évidemment, on reparlera peut-être du sujet diversité-inclusion qui est un peu plus complexe là-bas, mais sur le climat, on n'a vraiment pas vu de changement. L'engagement, il est là, il continue, et l'attente de nos clients, elle reste. Cette attente reste vraiment forte, et donc on continue à travailler dessus. Avec parmi les engagements le fait de développer une économie plus circulaire, et c'est passé notamment par un partenariat avec Circulaire, qui est l'un des pionniers du conseil en la matière, en économie circulaire. Vous êtes rentré au capital, c'est ça? C'est ça, c'est une prise de participation majoritaire. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a travaillé avec eux. Et on a beaucoup aimé ce qu'ils faisaient, leur pragmatisme, leur approche. Et donc on s'est dit, on peut les aider. On est un grand groupe, on peut les aider à se développer. Et si cette approche à la fois très engagée et pragmatique pouvait se développer en France et en Europe, et pourquoi pas au-delà, on veut faire partie de cette aventure. Donc on est là d'abord, avant tout, comme un gros investisseur qui va les aider à se développer. Et ensuite, nous-mêmes, on a des grosses ambitions en économie circulaire. On a mis l'éco-conception au cœur de notre développement produit. Ouais. Et donc, on s'est dit, il y a sûrement des synergies avec Circulaire. Eux peuvent nous apprendre des choses. On peut les aider, travaillons ensemble. Ouais, c'est tout récent, hein. C'est décembre, donc c'est beaucoup trop tôt pour faire un bilan. Mais quand on parle d'éco-conception, ça veut dire revoir même la chaîne de fabrication. C'est tout revoir. C'est ce que vous faites en ce moment. C'est revoir de A à Z. Il faut bien avoir en tête que un produit, si vous ne réfléchissez pas dès sa conception à tout son impact sur toute sa durée de vie, vous n'arriverez pas à réduire les impacts. Donc il faut, dès la conception, réfléchir quelle est la durabilité du produit, quelle est la réparabilité du produit, quelle est la recyclabilité des éléments qui composent le produit, qu'est-ce que je mets dedans. Et donc tout ce travail-là, on le fait en amont. Donc c'est vraiment un gros travail de remise à plat de qu'est-ce que l'éco-conception pour le grand. Est-ce que ça veut dire qu'on simplifie les produits ou qu'au contraire, on est obligé de les complexifier? Parce que je pense à la fin du cycle de vie, souvent, on sait que si un produit est trop compliqué, il est très dur à recycler. On le simplifie pour la chaîne de valeur, parce qu'on va le simplifier pour l'installateur, on va le simplifier pour la personne qui vient réparer s'il y a besoin de réparation. Ça complexifie beaucoup pour notre R&D. Parce que là où on est dans la sécurité électrique du bâtiment, donc regardez les matériaux qui résistent le plus, qui assurent la sécurité. Là, on leur demande de faire tout pareil, donc sécurité évidemment importante, qualité essentielle, mais en même temps de réfléchir éco-conception, donc séparabilité, donc on ne peut plus faire plusieurs matières en une, il faut faire des matières séparées qu'on peut recycler, il faut réfléchir s'il y a un bout. Alors, on pense souvent aux petits produits, mais on a plein de très gros produits. Qu'est-ce qui doit être réparé en priorité? Qu'est-ce qui risque finalement de lâcher en premier? Qu'est-ce qui doit être réparé pour qu'on n'ait pas à tout changer? Et donc, on leur demande de réfléchir très, très différemment. Avant, on leur demandait qualité, robustesse, sécurité. Et là, on leur demande tout ça, mais avant tout, s'il vous plaît, éco-conception. Avec l'éco-conception et le cycle de vie. En plus, vous l'avez évoqué, on va consacrer quelques minutes à l'un des axes de cette feuille de route qui concerne la diversité et l'inclusion. Alors, il y a notamment la place des femmes à des positions managériales élevées. Vous en êtes où aujourd'hui et quel est l'objectif? On a fini 2024 à 30,5% de postes managériaux occupés par des femmes. Donc, c'était l'ambition de notre feuille de route 22-24, c'était 30%. Donc, on a juste dépassé, on est très contents. L'objectif, c'est d'être à 35% à horizon 2027. Et on a en parallèle un objectif 2030 qui est un tiers de postes managériaux clés occupés par des femmes. Et donc, l'idée, c'est vraiment... donc, postes managériaux, on parle de cadres partout dans le monde. Et en fait, c'est vraiment d'alimenter finalement ces talents pour arriver au tiers de post-management clés. Donc là, on parle des 200, 300 postes de management les plus importants dans le groupe à horizon 2030. Là aussi, j'insiste, ça nourrit la performance de l'entreprise. Je reviens toujours au basique quand les gens parlent de diversité. Je dis, attention, si vous mettez, je suis désolée, je vais être un petit peu caricatural, mais 10 hommes autour d'une table, qui ont fait à peu près les mêmes études, qui ont à peu près le même profil, ils vont être tous d'accord très vite ensemble, et donc les décisions vont aller très vite. Par contre, il n'y aura aucune voix dissonante qui leur permettra de réfléchir à ce que c'est vraiment la bonne décision. Quand on commence à mettre de la diversité, et c'est pas que de la diversité de genre, toute forme de diversité autour de la table, les décisions sont plus longues à prendre, c'est sûr, donc c'est moins confortable. Mais par contre, vous entendez des voix divergentes qui vous disent « oui, mais est-ce que vous avez pensé à ça? Oui, mais quel est l'impact de ça ?» Et là, vous commencez à avoir une vision beaucoup plus globale et de votre business et de vos décisions. Et je pense que vous prenez des meilleures décisions. Alors oui, plus lentes. Donc je peux comprendre ceux qui ont historiquement été entourés de gens qui leur ressemblaient, que ça peut être
un petit peu gênant au début et un petit peu difficile, mais je crois profondément que la diversité sous toutes ses formes apporte des meilleures décisions à l'entreprise et c'est pour ça qu'on continue vraiment dans cette direction. Et alors aux États-Unis, vous faites quoi? Vous faites le dos rond? On continue. Vous continuez. Non, on continue. Là encore, comme on considère que ça nourrit notre performance, on n'est pas du tout dans des enjeux de militantisme ou quoi que ce soit. On est dans des convictions fortes. Mais s'il y a une injonction de ne plus le faire. Alors, attention, l'injonction, elle est d'abord dans les mots. Ouais. Et donc là, il faut être très prudent. C'est-à-dire que la panique à bord de on arrête tout, attention, c'est d'abord dans les mots. Choisissons bien les mots et continuons à faire ce qu'on fait et à s'engager. C'est la première chose. Et deuxième chose, elle est dans... En tout cas, là, ça a été présenté comme il ne faut pas de discrimination positive. On n'est pas dans la discrimination positive, on est dans la performance. Et donc, nous, on considère qu'on continue à faire ce qu'on fait parce que ça nourrit la performance de notre entreprise partout dans le monde, notamment aux États-Unis. Je voudrais, tiens, parce qu'il y a plein d'exemples dont on pourrait parler, mais je vois dans les ambitions 2030, éliminer 100% des plastiques dans les emballages primaires et secondaires des produits Legrand. Alors là aussi, vous en êtes aujourd'hui, puis quel levier il faut activer pour, parce que c'est vraiment tout de suite, à 2030, pour arriver à ce 100%? Oui. Alors déjà, le pourquoi. On considère qu'il y a d'un côté l'impact environnemental carbone, et puis de l'autre côté, il y a quand même la pollution des sols, pollution des océans. Legrand ne réglera pas le problème de la pollution des océans tout seul, mais on doit faire notre part. Et donc l'idée derrière, c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut faire? On peut éliminer les plastiques à usage unique. Et donc, on regarde d'abord de quel emballage est-ce que j'ai vraiment besoin. Et finalement, on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure des années, on mettait un emballage, puis un suremballage, puis un suremballage, comme un peu tout le monde. Et là, on dit non, on remet tout à plat. De quoi est-ce que j'ai vraiment besoin? De quoi est-ce que mon client a vraiment besoin? Et à partir de là, on en élimine une certaine partie. Et le reste, on remplace par du papier, par du carton, ou on en enlève un petit peu. C'est-à-dire qu'on protège ce qui doit être protégé, mais pas tout. Donc il y avait un peu ce systématisme de j'emballe tout, 2 fois, 3 fois. Et là, on dit non, on repart de zéro. Qu'est-ce qu'il faut vraiment protéger? Qu'est-ce que le client attend de nous? Et comment est-ce qu'il l'utilise aussi? Parce que parfois, vous emballez individuellement, alors que le client, sur un chantier, il ne veut pas des choses emballées, il perd du temps. Et donc, on essaye vraiment de repenser usage, client. On remet le client au cœur de tout ça et on réduit. Tiens, un tout dernier mot, 30 secondes vraiment, sur le modèle de commercialisation. C'est-à-dire, est-ce que il y a une logique de reprise ou de location que vous intégrez finalement à votre modèle économique? Alors, on commence à réfléchir. Vous pouvez imaginer que quand vous vendez des prises interrupteurs, c'est un peu plus compliqué. Mais dès qu'on est sur des beaucoup plus gros produits, pour les data centers notamment, bien sûr qu'on regarde toute l'économie de la fonctionnalité, de dire, voilà, est-ce que je ne peux pas louer? Donc on le fait, on expérimente énormément. Parfois, on est bien au-delà de l'expérimentation, parce que c'est vraiment des modèles actifs. On voit, en fait, il y a des data centers, je dirais... de première génération, donc ceux qui sont très performants. Et en fait, ils veulent changer tous les 3-4 ans le matériel. Nous, quand on le récupère au bout de 4 ans, il est parfaitement en état de marche pour encore des années. Et donc, on peut le replacer dans d'autres data centers. Donc, on travaille beaucoup, effectivement, tout ça, pour ne pas jeter quelque chose qui est en état de marche pour encore beaucoup d'années. Merci beaucoup, Virginie Gatin, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre débat, les grands prix Impactus au programme.